Alors bonjour, bienvenue à cette nouvelle formation de Maelstrom. Je suis en compagnie de Félix-Antoine Michaud, maître Félix-Antoine Michaud, qui va nous parler aujourd'hui de l'encadrement des professions réglementées au Québec. Bonjour Félix. Enchanté, maître Pelletier. Je suis très heureux de participer à cette formation sur le droit professionnel en général, parce que qu'on soit avocat, médecin, dentiste, ingénieur, architecte, notre profession, nos professions sont encadrées. Et sont encadrées aussi par un corpus de lois et de règlements généraux qui s'appliquent à toutes les professions. Et chacune des professions aura son propre code de déontologie. Aujourd'hui, on ne rentrera pas dans les codes de déontologie précis des professions. On va plutôt regarder là, de manière générale, légalement, ce qui encadre l'ensemble des professions, dont la profession d'avocat, et pour les avocats qui exercent en droit professionnel et pour les autres avocats qui s'intéressent à ces questions-là, de comprendre un peu le corpus général qui encadre le droit professionnel. Et on va aussi, dans le cadre de cette formation, regarder un autre élément qui fait rentrer la responsabilité du professionnel, non pas au niveau de la qualité de sa profession ou de son code de déontologie, mais en lien avec sa responsabilité professionnelle, donc en lien avec le code civil. Absolument. Et on constate d'entrée de jeu, là, parce que là, on parle du code des professions, il y a une certaine homogénéité dans les lois professionnelles au Québec. C'est-à-dire que c'est un tout qui est somme toute assez cohérent. Exactement. Donc, tu as le code des professions qui va s'appliquer à l'ensemble des professions. Et comme on va le voir, on va parler vraiment de l'aspect disciplinaire. Et après, on va parler de l'aspect responsabilité. Puis je vais juste prendre quand même une petite minute pour bien différencier ces deux éléments-là parce que ça m'apparaît quand même important. Un professionnel peut être poursuivi au Québec parce qu'il a fait un manquement à son code de déontologie. Alors, cette poursuite-là sera entamée, on va le voir tout à l'heure, là, par le syndic de sa profession qui va déposer dans le comité de discipline une plainte déontologique. On est plus comme en matière pénale ici. Vous avez fait une infraction et on considère que cette infraction-là, à votre code de déontologie, mérite d'être sanctionnée. Donc ça, c'est le premier volet qu'on va regarder et tout ce que ça comprend. L'enquête du syndic, comment ça fonctionne, le procès dans le comité de discipline, les possibilités d'appel. Mais il existe un autre chemin que peut prendre un citoyen qui constate que le professionnel lui a fait un mauvais service, puisque le professionnel peut faire une plainte au syndic, mais il pourrait aussi décider de poursuivre en justice pour obtenir réparation sur le préjudice qu'il a subi. Prenons deux exemples assez simples. Prenons l'exemple d'un médecin qui ferait une erreur médicale. Vous pourriez faire une plainte au Collège des médecins, donc l'ordre professionnel des médecins, pour demander à ce que le Collège des médecins enquête sur le travail qu'a fait le médecin, sur vous, et ultimement qu'il puisse être sanctionné. On va voir les différents types de sanctions, là, de l'amende à la radiation temporaire ou à la radiation à vie. Et vous pourriez aussi dire, moi, je vais le poursuivre en justice parce que le mauvais traitement qu'il m'a donné fait en sorte qu'aujourd'hui, ma qualité de vie est moins bonne. Aujourd'hui, j'ai eu tel problème et ces problèmes-là m'ont occasionné des dommages moraux et ou financiers. J'ai perdu 2 ans d'emploi. Donc, on va regarder aujourd'hui ces deux chemins-là qui s'offrent à la personne et comment, comme professionnel, on peut se défendre. Donc, le premier chemin qui passe par un processus disciplinaire propre à chaque ordre et de l'autre côté, des poursuites qui se font devant les tribunaux de droit commun. Et ça, c'est selon les principes édictés au Code de procédure civile et au Code civil. Exactement, M. Pelletier. Donc, le système actuel a été réformé, là, le système professionnel, et vous aviez raison de le dire tout à l'heure, c'est à juste titre, l'ensemble des professions appartiennent à un corpus général, avec le Code des professions, l'Office des professions, le Conseil interprofessionnel du Québec et chacun des autres professionnels. Mais tout ça, ça s'inscrit dans un système où, même si chaque ordre professionnel a son propre code de déontologie, ils sont tous sous l'égide du Code des professions. Notre système actuel date autour de l'année 1994, mais il existait quand même, dès les années 50-60, des régimes réglementés de profession. Les barreaux existent depuis très longtemps, donc ça fait quand même
longtemps que certaines professions sont encadrées, mais le système tel qu'on le connaît avec le Code des professions et tout son système d'arbitrage date de 1994. Et il faut savoir aussi que c'est de l'autoréglementation. Les professionnels s'autoréglementent. Vous allez être entendu par vos pairs, autrement dit. Oui, exactement. Bon, le comité de discipline, en effet, va être représentatif de la formation. C'est sûr qu'il existe, il y a un questionnement quand même sur le rôle des ordres professionnels parce que, à la base, le rôle de l'ordre professionnel est la protection du public. De protéger le public à l'encontre de professionnels qui feraient mal leur travail. Donc, on veut s'assurer que les gens qui font la profession ont les capacités de le faire. Donc là, on est en amont. Donc, comme à rentrer dans la profession. Donc, au barreau, il y aura un examen, par exemple. Pour pouvoir faire l'examen du barreau, il faut avoir fait un bac en droit reconnu par l'école du barreau, d'université reconnue. Une fois qu'on va avoir passé notre examen du barreau, on devra faire un stage et là, on va avoir les qualités requises selon le barreau pour être admis. Mais une fois qu'on est admis, il y a encore une autoréglementation qui est, est-ce qu'on a encore les qualifications et est-ce qu'on a encore les compétences requises pour exercer. Donc ça, c'est la partie vraiment protection du public. Et bien évidemment, il y a aussi une certaine partie de l'ordre de certains des ordres qui est de défendre les intérêts socio-économiques de leurs membres. Le barreau du Québec, à laquelle vous avez été associé, Maître Pelletier, si je me souviens bien, a souvent fait des études sur la qualité de vie des avocats, sur le stress dans la pratique. Donc, oui, il y a la défense la protection du public, mais il y a un rôle quand même aussi d'acteur en lien avec la profession. La profession et aussi des enjeux sociaux. On va souvent voir, par exemple, le Barreau du Québec en commission parlementaire ou le Collège des médecins sur des projets de loi particuliers. Donc, il y a une certaine mission sociale aussi aux ordres professionnels. Oui, en effet. Vous aviez déjà, je pense, travaillé sur même des questions d'accès à la justice qui sont pas... Bon, est-ce qu'on est en matière de protection du public? Peut-être. Écoutez, c'est sûr. C'est connexe, à tout le moins. C'est connexe. Alors, au Québec, il y a plus de 420 000 personnes qui sont membres de différents ordres professionnels. Donc, on a parlé tantôt de Code des professions, de l'Office des professions du Québec, du Conseil interprofessionnel du Québec et des ordres. Donc, le Code des professions, c'est quoi? Bien, ça détermine la composition et la structure du système professionnel au Québec. C'est vraiment la loi encadrant sur comment fonctionne notre système de droit professionnel. L'Office des professions du Québec, c'est un organisme de surveillance dont la mission est de veiller à ce que chaque ordre professionnel s'acquitte pleinement de sa tâche de protection du public. Donc, oui, il y a de l'autoréglementation, comme vous disiez, Maître Pelletier, mais il y a quand même un organisme de surveillance. Et l'ordre professionnel, les ordres professionnels ont pour mandat principal d'assurer, comme on disait, la protection du public. Ils veillent à la compétence de leurs membres en vérifiant qu'ils ont la formation ou les diplômes requis et ils organisent aussi des activités de perfectionnement. Au Québec, depuis maintenant déjà plusieurs années, une formation obligatoire continue est demandée aux avocats. Donc, les avocats doivent suivre un nombre d'heures. Donc, c'est le barreau qui doit s'assurer que une fois qu'on a obtenu notre diplôme, notre droit de pratique, qu'on continue à avoir une formation et la réussite de cette formation-là, je pense que le mot réussir est peut-être un peu fort, il n'y aura pas d'examen personne après cette formation-là, mais le fait de suivre la formation est une condition d'exercice de la profession. D'exercice de la profession. Donc, c'est une condition qu'on doit maintenir. Et si on ne suit pas la formation, on pourrait être radié administrativement. Et après ça, on va avoir une vraie radiation si, en effet, on n'a pas fait le minimum d'heures requises après les 2 ans. D'ailleurs, on n'est pas le barreau n'est pas le seul ordre à avoir ça. La plupart des professions, toutes les professions ont ces obligations-là de formation continue. Certains, c'est un petit peu plus, d'autres, c'est un peu moins. Mais l'ensemble des professions là, exigent ou s'assurent que leurs membres continuent de se former quotidiennement. Il existe 2 types de professionnels, les professions d'exercice exclusif et les professions à titre réservé. Donc, celles à exercice exclusif et celles à titre réservé. Dans le cas d'une profession à exercice exclusif, seuls les membres de ces ordres peuvent porter le titre et exercer
des activités qui leur sont réservées par la loi. Dans le cas d'une profession à titre réservé, bien que le membre d'un tel ordre n'ait pas le droit exclusif d'accomplir ses activités professionnelles, l'utilisation du titre est limitée à eux seuls. Donc, il y en a qu'on protège le titre. Donc, on dit, pour pouvoir t'appeler telle profession, tu dois avoir respecté telle formation. Et il y en a que pour faire des actes, tu dois obligatoirement posséder le titre. Donc, l'exemple le plus facile à dire, avocat, non seulement vous ne pouvez pas prétendre être avocat si vous n'avez pas la formation, n'êtes pas membre du barreau, mais vous n'avez pas non plus le droit de faire des actes qui sont réservés à la profession d'avocat. Par exemple, signer une procédure judiciaire, représenter une autre personne devant une cour de justice, signer une mise en demeure pour quelqu'un d'autre est un acte